Bonsoir Mirette. Bonsoir Pascal. Embouteillage. Oui, c'est vrai. Bouchon, c'est vrai. Pour arriver à la Praille, il faut être motivé, hein, Pascal. Vous êtes motivé quand vous venez chez moi. Toujours, extrêmement. Vous êtes la brillante rédactrice en chef adjoint de Bilan. Vous signez un papier, que je vais montrer d'ailleurs, c'est votre chronique L'Aparté. Si vous ne croyez pas à la guerre économique, on va vous prouver par A plus B qu'elle existe entre les Européens et les Américains, Mirette. Exactement. Donc je trouve qu'il y a une naïveté qui continue de prévaloir par rapport au fait que nous, Européens, sommes les amis des États-Unis, que les États-Unis veulent notre bien, veulent la prospérité de l'Union européenne. C'est pas tout à fait exact. La prospérité de l'Union européenne signifie aussi en partie des risques de solvabilité pour les États-Unis parce qu'il y aurait un report sur la dette européenne qui se ferait aux dépens de la dette américaine, un report sur l'euro qui se ferait aux dépens du dollar. Donc je n'ai de cesse de rappeler que la crise de l'euro aujourd'hui dissimule en réalité la crise des États-Unis, une crise historique qu'on a du mal à voir et à comprendre, alors, si ou qu'on ne veut pas voir. Prenons quelques minutes et je vais prendre quelques points de repère que vous nous offrez dans votre papier, Mirette. Oui. Moi, j'avais 13 ans et je m'en souviens, on en avait parlé, 1971, le président Nixon décrète la non-convertibilité du dollar en or. Voilà. Alors, dit comme ça a l'air compliqué. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 71, août 71, le dollar n'était plus gagé sur de l'or. Il pouvait être imprimé dans des quantités infinies sans que sa valeur ne soit attachée à une certaine quantité d'or. Il n'y avait plus la garantie réelle. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être remboursé en or en échange d'une certaine quantité de dollars. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait aller ce qu'on appelle la planche à billets aux États-Unis? Exactement. Donc on voit très bien sur les graphiques comment l'expansion monétaire a explosé à partir de ce moment-là. Le dollar s'est dévalué très fortement. L'euro a commencé à exister à partir de 98 concrètement. Et en 2008, sa valeur a culminé face au dollar à 1,60 $ pour 1 euro. Et là, l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole, ont sérieusement envisagé d'utiliser l'euro comme monnaie pour vendre le pétrole. C'était un moment clé. Une année plus tard éclatait la crise de l'euro quand même. Il y a eu un moment, vous le dites, je crois que c'est en 2009, où plein de pays se rencontrent et envisagent de ne plus avoir le dollar comme monnaie de référence et de remplacer le fameux dollar par un panier de monnaie. Voilà. Ça a vraiment été pensé, ça. C'est Robert Fisk dans The Independent, un enquêteur très crédible qui a fait cette enquête où il a su par des sources de l'OPEP que cette réunion avait eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la demande internationale pour le dollar se serait effondrée puisque le dollar est toujours demandé aujourd'hui parce qu'il est l'unique monnaie de transaction du pétrole quand même. Il y a un monopole dollar sur le pétrole. Tous les pays qui ont tenté de changer ça et de vendre leur pétrole en euros en ont subi les conséquences de la part des États-Unis, souvent par des attaques militaires, des renversements de régime, voire la fin de leur vie tout simplement, comme c'est le cas de Kadhafi notamment. Alors oui, c'est pour ces raisons-là qu'il est tombé. Alors on peut trouver plein d'interprétations, on peut invoquer le droit international, le fait que c'était un dictateur, etc. Mais beaucoup de dictateurs sont de grands amis des États-Unis. Les États-Unis sont en guerre parce que c'est une superpuissance qui décline. Et c'est normal, on va encore voir de l'hostilité et des tensions très importantes entre les États-Unis et l'Europe, entre les États-Unis et la Russie, entre les États-Unis et la Chine. Et c'est normal. Lorsque l'Empire romain a décliné, 3e et 4e siècle, long déclin avant de s'écrouler, il n'a jamais mené autant d'opérations militaires qu'à ce moment-là. Parce qu'au fond, on doit compenser le déclin par une attitude féroce ou en décuplant d'hostilité, parce que c'est un peu la dernière carte que l'Empire peut jouer pour survivre. Alors, mais on voit aussi en Suisse, prenons la Suisse, on a subi des attaques, alors qu'on abritait seulement 2% des avoirs américains cachés à l'étranger dans des paradis fiscaux, on a subi l'essentiel des attaques américaines. Pendant ce temps, l'Europe aussi subit des attaques américaines. Les États-Unis n'aident pas l'Europe dans la crise de l'euro, il faut le savoir. C'est seulement la Chine qui a voulu aider, peut-être la Russie un peu et le Japon. Mais en aucun cas les États-Unis. Ce sont les banques chinoises qui ont apporté des fonds. Voilà. Et pas les banques américaines. Les banques chinoises ont souscrit à la dette européenne du Portugal. Pour la Grèce aussi, elles ont promis des aides. Évidemment, ils ne sont pas non plus suicidaires. Ils ne vont pas aller massivement éponger toute la zone euro. Mais ils sont structurellement derrière l'euro. Ils achètent encore. Ils achètent de l'immobilier européen et continuent à soutenir, tandis que les États-Unis refusent
Leurs banques maintenant ont l'interdiction de prêter des dollars aux banques européennes. Elles ont retiré toute leur trésorerie en dollars des banques européennes qui manquent de financement en dollars aujourd'hui. Il faut bien voir qu'il n'y a pas d'aide américaine qui vient pour aider la zone euro. Donc il y a peut-être des paroles de la part de l'administration Obama, mais en aucun cas du soutien. Il y a au contraire beaucoup d'attaques en fait dans la presse anglo-saxonne par rapport à l'euro qui discréditent l'euro et qui facilitent la panique, y compris des citoyens européens. Par rapport, et des déposants européens par rapport à la zone euro. Est-ce que les Américains rêveraient d'une dissolution, d'une disparition ou d'une diffraction de l'euro au fond que l'euro se divise, que certains pays quittent la zone euro et qu'au fond la force de l'euro soit moins puissante? Alors ça aurait une conséquence immédiate, c'est le maintien de la dette souveraine américaine, les bons du Trésor américain et du dollar comme l'unique alternative sûre pour les investisseurs internationaux. Donc on voit directement que la crise de l'euro permet de baisser le taux d'intérêt américain. Le gouvernement américain paye presque rien sur sa dette, moins de 2% sur sa dette à 10 ans, grâce à la crise de l'euro. Donc de l'échec de l'Europe dépend la solvabilité des États-Unis et le fait qu'ils s'achètent 10 années, voire 20 années comme ça de solvabilité sur une dette pourtant défaillante. C'est un enjeu énorme. Mais ce pays sur lequel vous avez beaucoup écrit, ce pays qui est arrivé en 1944, il a contribué à sauver l'Europe du Troisième Reich, avec de l'autre côté bien sûr l'Union soviétique. Oui. Ensuite il a commencé son impérialisme, il est devenu un empire incroyable, et puis il a mené des guerres à n'en plus finir, la guerre du Vietnam, plus récemment la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, ça lui a coûté des milliers de milliards. 7 000 milliards pour l'Irak et l'Afghanistan, tout à fait. Mais est-ce que ce pays est en voie, au fond, de mettre la clé sous le paillasson et d'être insolvable, au fond? Alors, son pari ultime, ce serait une guerre qui ramènerait des fonds, puisque la guerre a toujours permis finalement de ramener un trésor étranger, un butin. Ouais. Donc, si ce pari n'est pas possible, et on voit là que la Russie actuellement stoppe un peu la stratégie américaine et les empêche d'intervenir en Syrie, si c'est pas possible, à un moment donné, il faut craindre, après les élections américaines présidentielles en novembre, peut-être une reconnaissance du fait que cette dette est surévaluée, la dette américaine et le dollar, et peut-être un krach obligataire peut intervenir. Mais c'est vrai que les gens qui travaillent dans les marchés n'aiment pas qu'on suscite trop cette hypothèse. Un krach obligataire, est-ce qu'il serait comparable au krach de 29, au krach de 87, qui est non seulement continental américain, mais qui au fond, par effet de conséquence, est un krach mondial? Alors il serait comparable à ces cracks de manière amplifiée, il serait surtout comparable au krach de la dette européenne qu'on peut appeler aussi un krach, mais de manière infiniment plus dommageable pour l'économie mondiale, il faut le dire. Mais est-ce qu'on doit forcément passer par là? Je pense que peut-être que oui. Les États-Unis ont un petit peu freiné leur guerre contre l'Europe tant qu'il y avait encore la guerre contre l'URSS, mais depuis la fin de la guerre froide, il faut bien voir que quand même l'Europe, c'est la principale alternative qu'il faut essayer d'éliminer. Et c'est normal, peut-être qu'à leur place, on aurait fait la même chose. Alors, c'est un papier stratégique au sens étymologique, la guerre. La guerre économique, ça s'appelle... Ça existe. Si vous ne croyez pas à une guerre économique, c'est votre chronique là, partez en page 10 de Bilan, dont vous êtes rédactrice en chef adjointe et qui sort depuis hier, je crois. Oui. Et qui nous donne plein de classements d'ailleurs, toujours. Oui, sur les 100 plus riches fortunes d'Europe, notamment, oui, si ça vous intéresse. Merci beaucoup Mirette. Merci. À très bientôt.